Bonjour à tous, bienvenue dans notre communauté, un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de l'esprit humain, les mystères de la conscience et les enseignements intemporels qui peuvent transformer notre vie intérieure. Sur cette chaîne, nous plongeons dans les pensées de Carl Jung, dans les principes de la psychologie profonde et dans tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, nous commençons par un sujet essentiel, la blessure originelle. Il arrive un moment dans la vie où la douleur cesse d'avoir un visage extérieur. Elle ne porte plus le nom de quelqu'un, elle ne peut plus être pointée du doigt. Elle s'installe à l'intérieur, silencieuse, persistante, presque intime. Ce n'est plus une parole qui résonne, ni un geste qui heurte. C'est un écho. Un écho ancien, enfoui, réveillé par une situation apparemment banale. Carl Jung parlait de cet instant comme du seuil véritable du travail intérieur. Tant que la souffrance est projetée sur l'extérieur, l'âme se protège. Mais lorsqu'elle se retourne vers elle-même, quelque chose de plus profond commence. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos qui explorent ces mystères de l'esprit et offrent des clés pour mieux se connaître. La plupart des êtres humains passent leur vie à éviter ce moment. Ils changent d'environnement, de relations, parfois même de croyances, espérant que la douleur se dissipera d'elle-même. Pourtant, elle revient toujours, sous une autre forme. Car la blessure originelle ne cherche pas à être calmée. Elle cherche à être vue. Jung l'a formulé avec une lucidité presque dérangeante, ce à quoi tu résistes persiste. Ce n'est pas une menace, c'est une description. Plus tu refuses de sentir, plus ce que tu refuses organise ton existence en arrière-plan. La souffrance n'est pas un accident sur le chemin de la vie. Elle est un signal. Un messager sans douceur, mais sans mensonge. Elle frappe à la porte de la conscience non pas pour te détruire, mais pour t'obliger à t'arrêter. À regarder. À reconnaître. Le problème, ce n'est pas la douleur elle-même, mais l'histoire que nous racontons pour ne pas l'écouter. Nous disons, ils m'ont blessé, ils m'ont trahi, ils m'ont humilié. Et pourtant, si l'on observe avec honnêteté, on découvre une vérité plus troublante, ce n'est pas l'événement qui fait mal. C'est ce qu'il touche. Prends un instant pour te demander, quelle partie de moi réagit à cette douleur, et qu'est-ce qu'elle cherche à me montrer ? Parfois, la clé de la liberté se trouve là où nous avons le plus peur de regarder. Et si, juste pour un instant, tu osais laisser ton regard rencontrer cette vérité intérieure, tu pourrais découvrir une force que tu n'avais jamais imaginée. Imagine un homme qui a appris très tôt que l'amour se mérite. Un homme qui a compris, enfant, que le conflit menaçait le lien. Alors il s'est adapté. Il a développé une personnalité conciliante, discrète, effacée. Il évite les confrontations, s'excuse trop vite, ravale ses colères. En surface, il semble paisible. Mais à l'intérieur, chaque critique devient une déchirure. Chaque rejet, même minime, le fait s'effondrer. Il croit sincèrement que ce sont les autres qui le détruisent. Jung dirait, ce n'est pas l'autre. C'est l'ombre. L'ombre, chez Jung, n'est pas le mal. C'est tout ce que nous avons appris à ne pas être. Tout ce qui a été jugé inacceptable, dangereux ou indigne d'amour. Colère, désir, ambition, faiblesse, besoin. Tout ce qui n'a pas trouvé de place dans l'image que nous avons construite pour survivre. Cette part refoulée ne disparaît pas. Elle attend. Elle observe. Et lorsque la vie appuie au bon endroit, elle surgit sous forme de douleur, de réactions excessives, de blessures qui semblent disproportionnées. C'est ici que la phrase de Jung prend tout son poids, jusqu'à ce que l'inconscient soit rendu conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Ce n'est pas une réflexion poétique. C'est une loi psychique. Ce que tu n'as pas regardé agit. Ce que tu n'as pas reconnu décide. Les mêmes schémas se répètent, les mêmes relations se rejouent, les mêmes blessures s'ouvrent encore et encore. Et l'on parle de malchance, de fatalité, de caractère difficile des autres. Mais en réalité, l'inconscient cherche à être intégré. Chaque blessure répétée est un langage. Elle dit, regarde ici. Pas pour te juger, mais pour te rendre entier. L'homme qui fuit le conflit n'est pas faible. Il porte simplement une colère ancienne qui n'a jamais été autorisée à exister. Tant qu'il la nie, elle se retourne contre lui sous forme de honte, de culpabilité, de peur du rejet. L'ombre gouverne alors sa vie en silence, choisissant pour lui ce qu'il ose dire, ce qu'il tait, ce qu'il croit mériter. Alors vient la question, celle que peu ose poser sans détour. Pas rapidement, pas intellectuellement, mais lentement, honnêtement, qu'est-ce qui me fait vraiment mal ? Est-ce la parole de l'autre, ou la blessure ancienne qu'elle réveille ? Est-ce ce regard aujourd'hui, ou celui que j'ai appris à redouter hier ? Derrière chaque douleur actuelle se cache souvent une mémoire émotionnelle plus ancienne, non digérée, non reconnue. Et si cette douleur n'était pas une condamnation, mais un seuil ? Et si elle marquait l'endroit précis où la conscience doit descendre pour récupérer une part oubliée d'elle-même ? Ici, rien n'est encore résolu.
rien n'est apaisé. Mais quelque chose de fondamental commence à se produire. Le regard cesse de fuir. La conscience s'approche de ce qu'elle redoutait. Dans cet instant fragile, la blessure cesse d'être uniquement une souffrance. Elle devient une porte entr'ouverte. L'ombre qui protège, narration symbolique. Dans les récits les plus anciens, le héros ne part jamais à la recherche de la lumière. Il la porte déjà, même s'il l'ignore. Ce qu'il affronte, ce sont les profondeurs. Les cavernes, les forêts obscures. Le dragon. Dans toutes les mythologies, cette créature n'est pas simplement un monstre à abattre. Elle garde quelque chose. Un trésor. Une source. Une vérité enfouie. Carl Jung voyait dans ces images une cartographie de l'âme humaine. Le dragon n'est pas l'ennemi du héros. Il est le seuil. L'ombre fonctionne de la même manière. Elle est cette force intérieure que nous redoutons parce qu'elle échappe au contrôle de l'image que nous avons construite de nous-mêmes. Elle grogne, elle brûle, elle exige. Alors nous la jugeons dangereuse. Nous l'enfermons. Nous la nommons faiblesse, défaut, péché, mauvaise intention. Pourtant, dans le langage symbolique de l'inconscient, ce qui est gardé avec autant de force n'est jamais inutile. Jung racontait le rêve d'un patient qui se voyait poursuivi par une créature sombre à travers une ville déserte. Plus il courait, plus la chose gagnait en taille et en puissance. Ses pas faisaient trembler le sol. Sa présence remplissait l'espace. La peur était totale. Mais à un moment précis du rêve, le patient cessait de fuir. Il se retournait. Il faisait face. Et là, le symbole se transformait. La créature cessait d'attaquer. Elle ouvrait sa main. À l'intérieur, une clé. Ce rêve n'était pas une mise en garde. C'était une révélation. Ce qui poursuit l'homme n'est pas là pour le détruire. C'est ce qu'il a abandonné derrière lui. Une énergie qu'il a refusée. Une puissance qu'il n'a pas su contenir. Plus il la fuit, plus elle devient monstrueuse. Plus il ose la regarder, plus elle révèle sa fonction véritable, ouvrir une porte restée fermée trop longtemps. L'ombre est cette personnalité cachée, refoulée, souvent inférieure et coupable, dont les ramifications s'étendent jusque dans le royaume de nos ancêtres animaux. Jung ne parlait pas de quelque chose de noble ou de moral. Il parlait de quelque chose de vivant, brut, instinctif. L'ombre n'obéit pas aux règles sociales. Elle obéit à la survie, à la vérité intérieure, à l'élan vital. C'est pour cela qu'elle dérange. Elle ne sait pas faire semblant. Dans les contes, le dragon crache le feu que le village redoute. Mais ce feu est aussi ce qui protège le trésor. L'ombre fonctionne ainsi. Elle protège ce que la conscience n'a pas encore appris à manier. La colère protège une limite violée. Le désir protège une vitalité étouffée. La peur protège une intuition ignorée. Lorsque ces forces sont niées, elles se déforment. Elles deviennent incontrôlables. Lorsqu'elles sont reconnues, elles deviennent des alliés. Ce que tu appelles faiblesse est souvent une force qui n'a jamais reçu de langage. Ce que tu appelles peur est parfois une intelligence du danger que tu as appris à mépriser. Ce que tu appelles défaut est parfois une intensité que personne ne t'a appris à canaliser. Alors tu as appris à la cacher, à la condamner, à la faire taire. Mais ce qui est enterré vivant finit toujours par frapper de l'intérieur. Tant que tu refuses ton ombre, le monde s'en charge pour toi. Les autres appuient exactement là où tu refuses de regarder. Ils déclenchent ta colère refoulée. Ils réveillent ton sentiment d'indignité. Ils réveillent cette part de toi que tu as juré de ne plus jamais sentir. Et tu crois qu'ils te font du mal. Mais en réalité, ils activent ce qui demande à être intégré. Il y a une loi silencieuse dans la psyché, ce qui n'est pas conscient est projeté. Tu vois chez l'autre ce que tu refuses en toi. Tu combats chez l'autre ce que tu n'as pas le droit d'être. Ainsi naissent les conflits, les jugements excessifs, les réactions disproportionnées. L'ombre non reconnue cherche toujours une scène pour se manifester. Ressens cette vérité, non pas comme une idée, mais comme une sensation intérieure. Le jour où tu acceptes ton ombre, plus personne ne peut l'utiliser pour te blesser. Car ce qui est vu ne peut plus être manipulé. Ce qui est reconnu ne peut plus être retourné contre toi. Le dragon cesse d'être un ennemi quand tu comprends ce qu'il garde. Alors la question s'impose, presque naturellement, quelle partie de toi as-tu condamné sans procès? Quelle colère n'a jamais eu le droit d'exister? Quel désir a été jugé trop dangereux? Quelle vérité a été enfermée dans le silence pour préserver une image acceptable? Et si cette part n'était pas là pour te nuire, mais pour te protéger depuis le début? L'individuation, voix du guide intérieur. Écoute maintenant. Pas avec l'intellect. Pas avec ce que tu as appris. Mais avec cet espace en toi qui observe depuis toujours, silencieux, patient. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation. Un mot souvent mal compris. Ce n'est pas devenir spécial. Ce n'est pas se distinguer. Ce n'est pas s'améliorer pour être enfin digne. C'est quelque chose de bien plus exigeant, devenir entier. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à effacer ce que tu es.
Tu as à rassembler ce qui a été fragmenté. L'individuation commence lorsque tu cesses de vivre en réaction. Lorsque tu arrêtes d'ajuster ton être pour mériter l'amour, la reconnaissance ou la paix. À cet instant précis, quelque chose se déplace. Tu ne demandes plus au monde de te dire qui tu es. Tu commences à te reconnaître toi-même. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Cette phrase n'est pas une promesse confortable. Elle ne parle pas de réussite sociale, ni de bonheur constant. Elle parle d'initiation. Et toute initiation demande un prix. La solitude, d'abord. Car lorsque tu cesses de jouer un rôle, certains liens se fragilisent. L'honnêteté, ensuite. Car tu ne peux plus te mentir sur ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu refuses. Et le courage, enfin. Car être entier est souvent plus inconfortable qu'être accepté. Observe attentivement les êtres qui semblent inébranlables. Pas arrogants. Pas fermés. Mais profondément stables. Leur présence ne cherche pas à convaincre. Leur regard ne supplie pas. Leurs paroles ne tremblent pas. Ce ne sont pas des êtres qui ont été épargnés par la souffrance. Bien au contraire. Ce sont ceux qui ont cessé de fuir. Ils ont regardé leur douleur sans s'identifier à elle. Ils l'ont écoutée sans la laisser définir leur valeur. Ils ont compris quelque chose d'essentiel, la douleur n'est pas un verdict. C'est une information. Une énergie brute qui, lorsqu'elle est intégrée, devient force intérieure. Ces êtres ont appris à transformer ce qui les a brisés en ancrage. Leur centre ne dépend plus des circonstances. Ils ne montent pas quand on les applaudit. Ils ne s'effondrent pas quand on les critique. À mesure que l'individuation progresse, un changement subtil mais radical se produit. Les paroles blessantes perdent leur pouvoir. Elles peuvent encore être entendues, mais elles ne pénètrent plus. Elles glissent. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que ton identité n'est plus exposée. Les trahisons, elles aussi, changent de nature. Elles font mal, parfois. Mais elles ne détruisent plus ton être. Elles révèlent quelque chose sur l'autre, sans redéfinir qui tu es. Tu n'as plus besoin de te défendre constamment. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de corriger l'image que les autres ont de toi. Car ton axe intérieur est établi. Tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu n'es pas. Et surtout, tu sais que ton essence ne dépend pas du regard extérieur. Alors, laisse émerger ces questions. Ne cherche pas à y répondre trop vite. Laisse-les résonner. Qui serais-tu si tu n'attendais plus l'approbation ? Qui serais-tu si tu n'avais plus besoin d'être compris ? Qui serais-tu si tu cessais d'adapter ton langage, tes silences, tes choix pour être acceptable ? Ces questions ne demandent pas une réponse immédiate. Elles ouvrent un espace. Dans cet espace, quelque chose d'étrange apparaît. Une paix. Pas celle qui vient quand tout va bien. Pas celle qui dépend du contrôle. Une paix enracinée. Stable. Une paix qui coexiste avec l'incertitude. Elle ne nie pas la douleur, mais elle ne s'y noie plus. Elle ne dépend pas de la reconnaissance, mais elle n'est pas fermée à l'amour. Cette paix naît lorsque tu redeviens ton propre point d'appui. Lorsque tu cesses d'abandonner ton centre à chaque interaction. Lorsque tu ne te disperses plus pour être aimé. À ce stade, même le rejet change de sens. Il n'est plus une preuve d'indignité. Il devient un tri naturel. Une clarification. Tout ce qui ne résonne plus avec ton être se détache, parfois doucement, parfois brutalement. C'est ici que la vérité commence à se dévoiler, non pas comme un slogan, mais comme une expérience vécue. Rien ni personne ne peut plus te blesser de la même manière. Non parce que tu es invincible, mais parce que ton centre est en toi. Et ce centre, une fois trouvé, ne peut plus être confisqué. Les archétypes et la maîtrise intérieure, analyse contemplative. Prends un instant. Pas pour analyser. Pas pour comprendre intellectuellement. Mais pour observer, comme on observe un paysage intérieur. Carl Jung enseignait que l'esprit humain n'est pas un chaos aléatoire. Il est structuré. Organisé autour de formes anciennes, universelles, qu'il appelait des archétypes. Le masque, l'enfant, le sage, le guerrier, l'ombre, et au centre, le soi. Ces figures ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont des forces vivantes qui orientent tes réactions, tes choix, tes souffrances. Le problème ne vient pas des archétypes eux-mêmes. Il vient de la confusion. Lorsque tu crois être ce que tu portes. Lorsque tu confonds ton masque avec ton être profond. Le masque, Jung l'appelait la persona. C'est le visage que tu présentes au monde. Le rôle social. L'identité façonnée pour être reconnue, acceptée, aimée, respectée. Il est nécessaire. Mais il n'est pas toi. Tant que tu vis à partir du masque, le monde a un pouvoir immense sur toi. Chaque critique devient une attaque existentielle. Chaque rejet menace ton identité. Chaque échec semble prouver que tu n'es pas assez. Non pas parce que ton essence est touchée, mais parce que l'image que tu protèges est fragile. Et plus tu t'identifies à cette image, plus la douleur est intense. La personne que tu es censé devenir est déjà en toi.
Cette phrase n'annonce pas un futur glorieux. Elle rappelle une vérité oubliée, tu n'as rien à ajouter. Rien à prouver. Rien à construire artificiellement. Mais cette personne est souvent recouverte. Recouverte par les attentes familiales, culturelles, sociales. Recouverte par les peurs héritées. Recouverte par les stratégies que tu as développées pour survivre émotionnellement. Lorsque quelqu'un t'attaque, observe attentivement ce qui se passe en toi. Est-ce ton soi qui est touché? Ou est-ce ton masque qui se fissure? Dans la plupart des cas, ce n'est pas ton être profond qui souffre. C'est le rôle que tu jouais. Le personnage que tu pensais devoir incarner. Le jeu devrait être qui vacille sous le regard de l'autre. Le travail jungien n'est pas de détruire le masque. Il est de le remettre à sa place. De passer de l'identification à l'observation. Ne plus dire « je suis ce rôle ». Mais « j'observe ce rôle ». Cette simple bascule change tout. Car ce que tu observes ne te possède plus. Ce que tu peux regarder avec distance cesse de te définir. Cette distance intérieure n'est pas froide. Elle n'est pas dissociée. Elle est lucide. Elle te permet d'agir sans être avalé par la réaction. De répondre sans te défendre. De sentir sans te perdre. C'est là que naît la maîtrise intérieure. Non pas le contrôle rigide, mais la présence stable. Les archétypes du guerrier, du sage, de l'enfant vivent en toi. Le guerrier n'est pas la violence. Il est la capacité à poser une limite. Le sage n'est pas la supériorité. Il est la capacité à voir au-delà de l'émotion immédiate. L'enfant n'est pas la faiblesse. Il est la spontanéité, la créativité, la vulnérabilité vivante. Lorsque ces forces sont inconscientes, elles s'affrontent. Lorsqu'elles sont reconnues, elles coopèrent. Réfléchis doucement. Qu'est-ce qui est attaqué lorsque tu souffres? Est-ce ton essence, ou l'image que tu voulais protéger? Est-ce ton être profond, ou ton besoin d'être vu d'une certaine manière? Et si tu laissais tomber cette image, ne serait-ce qu'un instant, que resterait-il? Ce qui reste n'a pas besoin d'être défendu. Ce qui reste n'a pas besoin de justification. Ce qui reste ne dépend pas de l'opinion. Il est solide, silencieux, présent. Et c'est depuis cet espace que l'être humain cesse peu à peu de réagir à la vie, pour commencer à la rencontrer. L'invulnérabilité consciente, clôture méditative. Respire profondément et laisse ton esprit se déposer. L'invulnérabilité dont parlait Jung n'est pas un état de perfection, ni une vie exempte de douleur. Elle n'est pas la promesse d'un bonheur constant. Non, c'est bien plus subtil. C'est l'absence d'illusion. L'absence de croyance que le monde extérieur peut définir, détruire ou compléter ton être. Lorsque tu regardes avec lucidité, tu réalises que chaque blessure que tu as portée, chaque trahison, chaque peur, n'a jamais été là pour te punir. Elle est là pour te révéler. Pour te guider vers l'essentiel. Là où ton plus grand effroi se trouve, là se trouve aussi ton salut. Les mots de Jung ne sont pas de simples aphorismes. Ils sont des cartes. Des repères pour l'âme. Ce que tu redoutes le plus, ce que tu fuis chaque jour, est le lieu exact où la conscience doit se poser. Là se cache la force que tu cherchais désespérément ailleurs. Là se trouve l'énergie qui ne t'a jamais quitté, mais qui attend que tu oses la reconnaître. Lorsque cette vérité commence à s'incarner en toi, la vie change de ton. Elle cesse d'être une succession de menaces et devient un dialogue. Les blessures ne sont plus des attaques. Elles deviennent des enseignements, des passages, des miroirs tendus par l'existence. Chaque difficulté te parle, non pour te briser, mais pour te montrer ce que tu ignores encore de toi-même. La douleur cesse d'être l'ennemi et devient une compagne silencieuse sur le chemin de la conscience. À ce stade, tu ne fermes plus ton cœur. Tu ne bâtis plus de murs pour te protéger des coups du monde. Tu l'enracines. Profondément, tu comprends que ce qui est à l'intérieur ne peut être volé, brisé ou éteint par l'extérieur. Tu n'évites plus la souffrance. Tu l'accueilles, la traverses, et dans cette traversée, une stabilité nouvelle s'installe. Une solidité tranquille qui ne cherche pas à dominer, mais qui ne se laisse plus ébranler. Reste quelques instants avec cette question, comme une graine que tu observes croître silencieusement. Qui pourrais-je devenir si je n'avais plus peur d'être touché? Ne cherche pas à répondre tout de suite. Laisse l'idée pénétrer chaque recoin de ton esprit. Peut-être découvriras-tu que la force que tu as cherchée à l'extérieur, dans la reconnaissance, la validation ou le contrôle, était déjà là. Silencieuse, patiente, intacte, indestructible. Voici une version modifiée de ton texte de conclusion, intégrant les rappels pour s'abonner, liker, commenter et cliquer sur la vidéo suivante. Dans ce calme intérieur, il y a un espace où les mots deviennent inutiles. Où l'histoire de la souffrance cesse de peser. Et dans cet espace, enfin, tu comprends avec une certitude silencieuse, rien ni personne ne peut plus jamais te détruire. Car ce qui est enraciné profondément en toi, ce qui a été vu, reconnu et intégré, ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La vulnérabilité se transforme alors en force.
la peur se transforme en présence. Et l'invulnérabilité consciente devient ton point d'ancrage permanent, ton lieu de repos, ton refuge au cœur même du tumulte de la vie. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration de l'esprit humain et de la conscience. Like la vidéo si elle t'a inspiré, et partage en commentaire ce que tu as le plus aimé ou ce qui a résonné en toi, ton retour est précieux pour notre communauté. Il est structuré, organisé autour de formes anciennes, universelles, qu'il appelait des archétypes. Le masque, l'enfant, le sage, le guerrier, l'ombre, et au centre, le soi. Ces figures ne sont pas des concepts abstraits. Elles sont des forces vivantes qui orientent tes réactions, tes choix, tes souffrances. Le problème ne vient pas des archétypes eux-mêmes. Il vient de la confusion. Lorsque tu crois être ce que tu portes. Lorsque tu confonds ton masque avec ton être profond. Le masque, Jung l'appelait la persona. C'est le visage que tu présentes au monde. Le rôle social. L'identité façonnée pour être reconnue, acceptée, aimée, respectée. Il est nécessaire. Mais il n'est pas toi. Tant que tu vis à partir du masque, le monde a un pouvoir immense sur toi. Chaque critique devient une attaque existentielle. Chaque rejet menace ton identité. Chaque échec semble prouver que tu n'es pas assez. Non pas parce que ton essence est touchée, mais parce que l'image que tu protèges est fragile. Et plus tu t'identifies à cette image, plus la douleur est intense. La personne que tu es censé devenir est déjà en toi. Cette phrase n'annonce pas un futur glorieux. Elle rappelle une vérité oubliée, tu n'as rien à ajouter. Rien à prouver. Rien à construire artificiellement. Mais cette personne est souvent recouverte. Recouverte par les attentes familiales, culturelles, sociales. Recouverte par les peurs héritées. Recouverte par les stratégies que tu as développées pour survivre émotionnellement. Lorsque quelqu'un t'attaque, observe attentivement ce qui se passe en toi. Est-ce ton soi qui est touché? Ou est-ce ton masque qui se fissure? Dans la plupart des cas, ce n'est pas ton être profond qui souffre. C'est le rôle que tu jouais. Le personnage que tu pensais devoir incarner. Le jeu devrait être qui vacille sous le regard de l'autre. Le travail jungien n'est pas de détruire le masque. Il est de le remettre à sa place. De passer de l'identification à l'observation. Ne plus dire « je suis ce rôle ». Mais « j'observe ce rôle ». Cette simple bascule change tout. Car ce que tu observes ne te possède plus. Ce que tu peux regarder avec distance cesse de te définir. Cette distance intérieure n'est pas froide. Elle n'est pas dissociée. Elle est lucide. Elle te permet d'agir sans être avalé par la réaction. De répondre sans te défendre. De sentir sans te perdre. C'est là que naît la maîtrise intérieure. Non pas le contrôle rigide, mais la présence stable. Les archétypes du guerrier, du sage, de l'enfant vivent en toi. Le guerrier n'est pas la violence. Il est la capacité à poser une limite. Le sage n'est pas la supériorité. Il est la capacité à voir au-delà de l'émotion immédiate. L'enfant n'est pas la faiblesse. Il est la spontanéité, la créativité, la vulnérabilité vivante. Lorsque ces forces sont inconscientes, elles s'affrontent. Lorsqu'elles sont reconnues, elles coopèrent. Réfléchis doucement. Qu'est-ce qui est attaqué lorsque tu souffres? Est-ce ton essence, ou l'image que tu voulais protéger? Est-ce ton être profond, ou ton besoin d'être vu d'une certaine manière? Et si tu laissais tomber cette image, ne serait-ce qu'un instant, que resterait-il? Ce qui reste n'a pas besoin d'être défendu. Ce qui reste n'a pas besoin de justification. Ce qui reste ne dépend pas de l'opinion. Il est solide, silencieux, présent. Et c'est depuis cet espace que l'être humain cesse peu à peu de réagir à la vie, pour commencer à la rencontrer. L'invulnérabilité consciente, clôture méditative. Respire profondément et laisse ton esprit se déposer. L'invulnérabilité dont parlait Jung n'est pas un état de perfection, ni une vie exempte de douleur. Elle n'est pas la promesse d'un bonheur constant. Non, c'est bien plus subtil. C'est l'absence d'illusion. L'absence de croyance que le monde extérieur peut définir, détruire ou compléter ton être. Lorsque tu regardes avec lucidité, tu réalises que chaque blessure que tu as portée, chaque trahison, chaque peur, n'a jamais été là pour te punir. Elle est là pour te révéler. Pour te guider vers l'essentiel. Là où ton plus grand effroi se trouve, là se trouve aussi ton salut. Les mots de Jung ne sont pas de simples aphorismes. Ils sont des cartes. Des repères pour l'âme. Ce que tu redoutes le plus, ce que tu fuis chaque jour, est le lieu exact où la conscience doit se poser. Là se cache la force que tu cherchais désespérément ailleurs. Là se trouve l'énergie qui ne t'a jamais quitté, mais qui attend que tu oses la reconnaître. Lorsque cette vérité commence à s'incarner en toi, la vie change de ton. Elle cesse d'être une succession de menaces et devient un dialogue. Les blessures ne sont plus des attaques. Elles deviennent des enseignements, des passages, des miroirs tendus par l'existence. Chaque difficulté te parle,
non pour te briser, mais pour te montrer ce que tu ignores encore de toi-même. La douleur cesse d'être l'ennemi et devient une compagne silencieuse sur le chemin de la conscience. À ce stade, tu ne fermes plus ton cœur. Tu ne bâtis plus de murs pour te protéger des coups du monde. Tu l'enracines. Profondément, tu comprends que ce qui est à l'intérieur ne peut être volé, brisé ou éteint par l'extérieur. Tu n'évites plus la souffrance. Tu l'accueilles, la traverses, et dans cette traversée, une stabilité nouvelle s'installe. Une solidité tranquille qui ne cherche pas à dominer, mais qui ne se laisse plus ébranler. Reste quelques instants avec cette question, comme une graine que tu observes croître silencieusement. Qui pourrais-je devenir si je n'avais plus peur d'être touché? Ne cherche pas à répondre tout de suite. Laisse l'idée pénétrer chaque recoin de ton esprit. Peut-être découvriras-tu que la force que tu as cherchée à l'extérieur, dans la reconnaissance, la validation ou le contrôle, était déjà là. Silencieuse, patiente, intacte, indestructible. Voici une version modifiée de ton texte de conclusion, intégrant les rappels pour s'abonner, liker, commenter et cliquer sur la vidéo suivante. Dans ce calme intérieur, il y a un espace où les mots deviennent inutiles. Où l'histoire de la souffrance cesse de peser. Et dans cet espace, enfin, tu comprends avec une certitude silencieuse, rien ni personne ne peut plus jamais te détruire. Car ce qui est enraciné profondément en toi, ce qui a été vu, reconnu et intégré, ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La vulnérabilité se transforme alors en force. La peur se transforme en présence. Et l'invulnérabilité consciente devient ton point d'ancrage permanent, ton lieu de repos, ton refuge au cœur même du tumulte de la vie. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration de l'esprit humain et de la conscience. Like la vidéo si elle t'a inspiré, et partage en commentaire ce que tu as le plus aimé ou ce qui a résonné en toi, ton retour est précieux pour notre communauté. Et pour continuer ce voyage intérieur, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle te guidera encore plus profondément dans la compréhension de toi-même et de ce que signifie devenir pleinement conscient.